Bonjour, je retourne en Bourgogne pour vous parler d'une appellation auquel j'ai pas encore fait allusion et qui est bien sûr assez célèbre, c'est l'appellation Gevrey-Chambertin. Nous sommes donc en Côte de Nuit, dans la partie nord. Gevrey-Chambertin, eh bien, au sud, c'est limité par la commune de Moret-Saint-Denis et au nord par Brochon, et une partie de cette commune fait partie de l'appellation Gevrey-Chambertin. Au-delà de Brochon, eh bien, il y a Fixin, Marsanais, et après, on est quasiment aux portes de la ville de Dijon. Gevrey-Chambertin a quelques caractéristiques. D'abord, sa surface qui dépasse les 500 hectares, ce qui est considérable en Bourgogne, bien sûr tout cumulé, climat village, premier cru, grand cru. Pour trouver des surfaces de ce niveau-là, eh bien, il faut descendre beaucoup plus bas. Par exemple, sur Mercurey, une appellation qui atteint 800 hectares, et dans le même ordre d'idées, dans le Mâconnais, Pouilly-Fussé. Gevrey-Chambertin donc a les trois niveaux d'appellation, climat village, premier cru, grand cru, qui sont bien sûr très célèbres: Chambertin, Chambertin-Claude Bèze, Ruchotte-Chambertin, Mazy-Chambertin, etc. Ces grands crus ont une belle surface, ce qui n'est pas toujours le cas en Bourgogne. Qui dit belle surface dit production relativement importante, et j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que les cours sont déjà très élevés dans cette situation-là, alors imaginez des parcelles plus petites, ce serait encore bien plus pire. Ça me fait penser d'ailleurs au Chambol-Musigny Les Amoureuses, un premier cru très connu qui se vend très cher à cause précisément non seulement de sa qualité mais de sa surface. Une autre caractéristique de l'appellation, eh bien, c'est qu'elle ne produit pas de vin blanc. En Côte de Nuit, toutes les communes produisent du blanc, mais parfois et souvent même en quantité très faible. Je vous avais d'ailleurs dit que le rapport qui a été pris est souvent pour le moins discutable, et là c'est justement l'illustration de tout petits volumes, d'autant plus que ces vins blancs, si vous voulez, profitent du prestige de l'appellation des rouges, et évidemment le rapport qui a été pris est hautement discutable. Sauf bien sûr les deux communes au nord où les cours n'ont rien à voir, c'est-à-dire Fixin et Marsanais. Alors, comment se présente l'appellation Gevrey-Chambertin? En gros, il y a deux blocs, c'est-à-dire que sur la ligne des collines, qui sont orientées donc nord-sud, il y a au milieu la combe de Lavaux, qui donc est sur un axe est-ouest, et qui donc délimite, si vous voulez, deux zones à un potentiel un peu différent. Cette combe de Lavaux, comme souvent, en fait, correspond à ce qu'on appelle un cône de déjection. C'est tout simplement qu'au fil des siècles, l'érosion, les pluies, etc., ont provoqué un cumul au fond de terres plutôt argileuses. Et concernant cette combe, ces dépôts ont glissé petit à petit vers le village et ont donné des terroirs un peu moins qualitatifs. Et c'est donc là où on trouve les climats villages. Ensuite, donc cette combe délimite deux unités, et au nord de cette combe, on trouve sur le flanc de cette colline beaucoup de premiers crus de haut niveau, notamment les Lavaux Saint-Jacques ou Fonteny. La partie sud, au-delà de cette combe, eh bien c'est là où se déroulent tous les grands crus qui suivent un peu les courbes de niveau finalement. Naturellement, c'est des considérations générales. Si on rentre dans les détails, on a comme ça, ici et là, par exemple, des premiers crus qui ne sont pas exactement dans les secteurs que j'indique. Et précisément, ça sera le cas aujourd'hui, avec le premier cru Bel Air, en millésime 2019, du domaine de la Rougeraie. Ce climat Bel Air, en fait, a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il est petit et qu'il est divisé en deux, c'est-à-dire qu'il y a une partie en village qui, en l'occurrence, termine l'appellation Gevrey-Chambertin en remontant en altitude. On est environ à 300 mètres. Et que la partie un peu plus basse est en premier cru et longe le grand cru Chambertin-Claude Bèze, ce qui est évidemment une très belle situation. Alors avant de goûter ça, on est en 2019, donc on a 26 ans,
et donc elle doit être très agréable à goûter actuellement, mais peut-être pas à son apogée. Parlons un peu prix. Vous savez qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde du vin, avec bien sûr les taxes Trump. On ne sait pas exactement si elles vont persister longtemps et à quelles conditions. Donc on est à 15%, on n'est pas parti de zéro, hein, il y avait 5% avant. Il est bien évident que tous les viticulteurs ne sont pas sur la même ligne de départ. Pourquoi? Déjà, tous les viticulteurs ne vendent pas toute leur production aux États-Unis, vous vous en doutez. Et d'autre part, cette proportion peut être extrêmement variable. Donc évidemment, il y a aussi le niveau de prestige de l'appellation. Plus les vins sont chers, plus on peut considérer que le consommateur va accepter cette augmentation. Ça reste à vérifier. Ceci étant, une fois de plus, on peut faire la remarque que les viticulteurs qui ont suivi l'adage ne pas mettre tous les œufs dans le même panier ont eu bien raison. Il est évident que si par exemple un viticulteur a un tiers de clientèle particulière, un tiers café, hôtel, restaurant et le reste à l'export, il est déjà moins impacté puisque export n'est pas synonyme d'États-Unis. Alors certains réfléchissent à d'autres marchés, notamment l'Asie, par exemple au Japon où les vins français ont beaucoup de prestige, mais aussi la Corée du Sud, Hong Kong, etc. Évidemment, la question qu'on se pose en tant qu'amateur sur le marché français, est-ce que ça va impacter les prix? On peut dire qu'en Bourgogne, ils ne sont jamais pressés de baisser et ils sont beaucoup plus d'augmenter. Évidemment, on rêverait qu'ils se recentrent un peu sur le marché intérieur et qu'ils commencent à reconsidérer leurs prix. Ceci étant, il y a des maisons qui ont toujours été raisonnables et qui ont amorti, si vous voulez, les augmentations par prudence. Et aujourd'hui, ils en tirent les bénéfices. Nous allons donc goûter ce Gevrey-Chambertin. J'en profite pour vous signaler d'ailleurs qu'une réglementation est intervenue sur la mention vieille vigne. Une mention qui, bien sûr, considère l'ensemble du pays. Je vous avais expliqué plus d'une fois que ça ne valait que l'honnêteté du viticulteur. Et donc il y a eu énormément d'abus, vous l'imaginez bien. Cette mention d'ailleurs est très fréquente en Bourgogne et beaucoup moins à Bordeaux pour des tas de raisons. Alors le texte de loi, ça veut dire 85% de vignes d'au moins 30 ans d'âge. Alors moi ça me fait un petit peu rigoler parce que 30 ans d'âge en fait c'est une vigne qui entame son apogée, sa maturité. Passer de vieille vigne à 30 ans c'est un peu juste. Mais surtout, qui va contrôler quoi? Une fois de plus, on se pose la question. Prendre des règlements des lois, c'est bien, mais si c'est invérifiable, quel intérêt? Ceci étant, la notion de vieille vigne est intéressante et dès que j'ai l'intuition, quand je déguste que c'est des vieilles vignes et que j'ai le viticulteur devant moi, eh ben je me lance. Des fois je me plante, des fois je ne me plante pas. N'empêche que quand on se plante, et ça c'est en dégustation c'est vrai, on apprend quelque chose. Par exemple, quand on goûte un vin blanc de Bourgogne, qui n'a pas un terroir particulièrement prestigieux, mais qui m'apparaît à moi très concentré pour le contexte, pour le millésime, eh ben, j'ai tendance à y voir des vieilles vignes. Et si le viticulteur me dit, non, c'est des vignes récentes, ils ont une dizaine d'années en moyenne, ça signifie simplement qu'il y a sur ce terroir un gros potentiel. Voilà. Donc on peut envisager les choses de deux manières. Les vieilles vignes, bien sûr, c'est un plus, mais c'est aussi des rendements faibles, et si les vignes sont vraiment très vieilles, il y a un moment donné où malheureusement on les arrache parce que ce n'est plus rentable. Nous allons donc goûter ce Gevrey-Chambertin. Je ne vous reparle pas du domaine de la Vougeraie, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps à propos d'un Nuit Saint-Georges. Goûtons ce Gevrey. Belle robe, très classique de Pinot, d'une intensité moyenne. Ce très joli nez classique de cerise. La robe commence à se tuiler, on n'est pas encore à son apogée, c'est sûr. On est aussi sur la violette. Wow. Framboise aussi. Un nez très, très fruité, très pur. Peut-être bien un peu de rose aussi.
Voilà un vin qui a pas mal d'allonge, plus corsé qu'il en a l'air parce que la robe est finalement pas très soutenue. Alors au niveau de la maturité, on n'en est pas loin, je dirais un an ou deux. Le vin est assez long en bouche, hein, on est quand même dans les premiers crus. Alors les prix, ça encore, c'est toujours un problème en Bourgogne. Ça a énormément augmenté ces 4-5 dernières années. Alors les climats villages, maintenant, en Côte de Nuit, dans les communes les plus cotées, hein, j'exclus Fixin et Marsanais, où on frise les 50 €, ce qui est tout à fait excessif. Ceci étant, si vous ne connaissez pas l'appellation, il faut toujours commencer par une cuvée village, d'autant plus que quand on fouille un peu, il y a bien sûr des climats qui sont plus intéressants que d'autres. Alors après les premiers crus, là aussi, il y a un éventail de prix très important, hein, suivant la réputation. Donc on atteint très vite 100 € et plus. Celui-là, c'est je dirais, un premier cru milieu de gamme, donc on est à moins de 100 €, c'est quand même très cher. Quant au grand cru, alors là, on est à des centaines d'euros, et dans les maisons les plus prestigieuses, on atteint les 1000. Et évidemment, on n'est pas du tout dans des zones de rapport qualité-prix. Ceci étant, c'est toujours pareil, si vous avez l'occasion d'en goûter un, mais soyez patient, parce que comme vous voyez, 2019, un premier cru qui n'est pas encore à son apogée. Sinon, il faut mieux goûter autre chose. Je vous précise enfin pour terminer que les grands crus ont leur personnalité, bien sûr, et que certains sont, par exemple, beaucoup plus corsés que d'autres, et donc il faut en tenir compte dans leur cinétique de vieillissement. Hein. Par exemple, les Mazis chambertins sont beaucoup plus tanniques que les charmes chambertins, d'ailleurs. Peut-être que ce mot vient de là. Voilà, à bientôt.